Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au OSDEC pour ces 2 journées portes ouvertes 2021. 4 conférences vont rythmer ces 2 jours, mais aussi des stands, des ateliers, des démonstrations, des expositions. Et nous débutons ce matin avec la conférence consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et pour introduire ces 2 journées et cette table ronde, Bruno Delic, directeur général du SDEC Énergie. Merci Monsieur Le Galtel. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de commencer ce cycle donc, de 2 jours d'échanges et d'informations donc, avec vous, mesdames, messieurs, les élus et les partenaires. Comme il a été dit, on va commencer par un sujet, je veux dire, un peu brûlant. Hein. C'est le sujet de l'efficacité énergétique des bâtiments publics. Quand on voit l'envolée des prix de l'énergie, avant la réunion, je regardais encore les cours du gaz et de l'électricité qui ne cessent de croître. On se dit qu'il est temps de moins et de mieux consommer. Donc cette table ronde, ce premier sujet, on va dire, tombe à pic, entre guillemets malheureusement, hein, mais heureusement aussi parce qu'on sait bien qu'au-delà de ces prix qui s'envolent, le décret tertiaire, le plan de relance de l'État notamment, ont, je dirais, mis en place, ont mis sur les rails ce sujet si important. On a souhaité donc avoir cette première table ronde, nous, au niveau du SDEC Énergie, parce qu'on a une longue histoire avec la transition énergétique, une longue histoire au moins depuis 10 ans, au travers de ce qu'on appelle les CEP, hein, les conseils en énergie partagée. Et puis tout récemment, il y a encore quelques mois, nous venons d'être lauréats d'un programme national qu'on appelle Acte 2 et qui vise précisément à accompagner les collectivités dans l'efficacité énergétique de leurs bâtiments publics. Donc cette table ronde, c'est un moment d'échange, d'information. Vous verrez qu'il y aura la parole de l'État, il y aura la parole on va dire de la structure privée de manière générale, et puis des témoignages hein, qui vont venir argumenter le fait de passer à l'acte. Voilà, donc je vous souhaite bonne table ronde, bonne réunion, et puis on aura l'occasion d'en rediscuter juste après. Merci. Tout à fait. Merci Bruno Delic. 3 parties vont rythmer notre matinée. Une première partie consacrée donc à la rénovation dans les bâtiments publics dans le Calvados, faire un point sur la situation et la réglementation. Puis dans une deuxième partie, les acteurs mobilisés aux côtés des collectivités dans ces projets de rénovation. Et enfin, un focus sur la rénovation énergétique des écoles. Mais pas seulement, car les écoles sont un point très important. Nous commençons avec vous, Isolde Legros et Gaël Le Corvec. Merci de me rejoindre autour de ces belles tables en bois. Isolde Legros, vous êtes responsable de l'unité aménagement, construction et transition énergétique à la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer. Vous êtes responsable de cette unité au sein du service Habitat, Aménagement et Construction. Et Gaël Le Corvec, vous êtes directeur général de la CERC, la cellule économique régionale de la construction, dont vous nous parlerez également dans un instant. On commence avec vous, Isolde Legros, sur ce décret tertiaire qui est important parce que c'est autour de lui que tout s'articule et autour de lui dont tout découle maintenant. Donc, expliquez-nous un peu ce décret, son ampleur et ses conséquences. Oui, alors merci d'abord au SDEC d'inviter la DDTM à participer à ces journées portes ouvertes. Le décret tertiaire, alors c'est un décret qui est entré en vigueur le 23 juillet 2019 et qui a été complété par arrêté du 10 avril 2020. Je vous passerai un peu toutes les évolutions législatives, mais sachez qu'en fait, ce décret découle en dernier lieu de la loi Elan, qui a inscrit dans le Code de la construction et de l'habitation l'obligation pour les bâtiments tertiaires de réduire leur consommation d'énergie. Donc, qu'est-ce que le décret tertiaire et qui est concerné par ce décret sont concernés donc tous les propriétaires de bâtiments tertiaires, mais également les locataires de ces bâtiments et les propriétaires, quelle que soit leur forme juridique. Les bâtiments assujettis, alors
sont assujettis à ce fameux décret tertiaire les bâtiments dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés. Et quand on évoque donc cette surface de plancher, elle va concerner soit le bâtiment dans son ensemble, soit des parties du bâtiment qui vont être dédiées à l'activité tertiaire, soit un ensemble de bâtiments sur une même unité foncière. Donc ça, c'est un aspect qui est bien à prendre en compte. Hein, c'est aussi cette notion d'unité foncière. Les objectifs de réduction de consommation d'énergie qui sont posés par le décret tertiaire, ils sont ambitieux, puisqu'il s'agit de réduire la consommation de ces bâtiments de 60% en 2050. Des paliers ont été définis à horizon 2030 et 2040. Donc un premier palier à moins 40% et un deuxième palier à moins 50%. Et évidemment, la question est de savoir comment on peut atteindre ces objectifs. Il y aura deux modalités d'atteinte de ces objectifs de réduction. D'abord, les atteindre en valeur relative. Donc c'est un peu ce dont on vient de parler. Donc c'est palier à 40, 50, puis 60%. Mais il y aura également la possibilité d'atteindre les objectifs en valeur absolue. Cette valeur absolue, elle va probablement concerner en priorité des bâtiments qui sont déjà très performants au niveau énergétique et qui ne pourront pas atteindre des objectifs de réduction de consommation de 60%. Pour connaître la valeur relative à atteindre, une définition en fonction de la catégorie du bâtiment de ces valeurs sera déterminée par arrêté avant le début de chaque décennie, donc 2030, 2040 et 2050. Les leviers d'action qui peuvent être actionnés donc pour atteindre ces objectifs, ils sont de plusieurs ordres. Bien sûr, il y a l'amélioration de l'enveloppe du bâti qui va passer par des travaux d'isolation, de menuiserie, de protection solaire. Il y a également l'installation d'équipements performants, notamment en termes de chauffage, l'optimisation de l'exploitation des équipements, l'adaptation aussi des locaux à l'usage, par exemple l'adaptation de l'éclairage au poste de travail, des choses comme ça. Et enfin, un autre levier qui n'est pas sur le diaporama, mais qui est aussi prévu, c'est tout simplement les comportements éco-responsables. Donc un volet un peu de pédagogie pour inciter les occupants et les utilisateurs des bâtiments à avoir des gestes qui permettent d'économiser aussi l'énergie dans les bâtiments. Alors pour passer à l'action, plusieurs étapes qui sont d'ailleurs détaillées dans le petit 4 pages que vous avez pu trouver sur les fauteuils en arrivant. Voilà, exactement. Pardon. 2 pages. Oui, pardon, un 2 pages. Un 2 pages, oui, tout à fait, pardon. Donc d'abord, il s'agira de faire un état des lieux pour identifier le patrimoine qui est concerné et de recueillir les données, donc la surface de plancher, des données de consommation, identifier l'année de référence en fait qui servira de base pour calculer les réductions de consommation d'énergie. Il s'agira ensuite de réaliser des études, des audits énergétiques. Donc ces études, ces audits permettront de modéliser les consommations d'énergie du bâtiment et de comprendre quels usages sont les plus énergivores. Et ensuite, il s'agira de définir un plan d'action pluriannuel. Donc ce plan d'action pourra être mis en place avec l'aide d'un expert en efficacité énergétique. Pour suivre l'évolution des consommations, il faudra s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Opéra. Donc Opéra qui signifie Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. C'est une plateforme qui est gérée par l'ADEME
et qui permettra aux gestionnaires de bâtiments de rentrer chaque année les consommations d'énergie du bâtiment. En retour, cette plateforme, elle délivre une attestation avec un pictogramme que vous pouvez voir sur le diaporama, qui figure la notation éco-énergie tertiaire. Donc cette notation éco-énergie tertiaire, elle sera obligatoire dans tous les actes de vente et de location. Enfin, des dispositifs de financement, d'aide financière seront prévus et qui sont de différents ordres. Il y aura des appels à projets, des prêts. Tous ces financements seront vraiment inhérents en fait, au plan d'action qui sera établi et au bâtiment. Et ce sera une démarche dans laquelle le SDEC pourra vous accompagner pour trouver les financements les plus adéquats. Pour vous accompagner donc, dans cette mise en œuvre, vous avez des documents en ligne sur le site du ministère de la Transition écologique, un kit de rénovation des collectivités, de rénovation énergétique des bâtiments des collectivités également qui a été mis en ligne. Et sur le site de l'ADEME, vous avez un guide d'accompagnement et une foire aux questions qui est remise à jour régulièrement et qui peut vous permettre de trouver des réponses à des cas plus précis, à des cas concrets. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Isolde Legros. Une petite question rapide. À partir de quand on peut se renseigner sur la plateforme? C'est déjà opérationnel ou pas? Alors la plateforme, elle est déjà opérationnelle, mais les consommations seront à rentrer au plus tard pour septembre 2022. Ça a été reporté d'une année. Donc septembre 2022. Voilà. Très bien. Et les petites feuilles qu'on voyait, les petits logos là, voilà, ça a une signification gris, orange ou pas? Alors ça signifie en fait le niveau d'engagement dans la démarche. Donc les 3 feuilles, on est au top. Voilà, exactement. On part du gris pour arriver Tout à fait. Au vert. Tout à fait. Très bien. On aura un temps d'échange de questions après votre intervention. Gaël Le Corvec, je le disais, directeur général de la CERC, la cellule économique régionale de la construction. Quelques mots sur cette cellule qui est propre à chaque région, je crois. Vous allez nous en dire plus. Et puis nous faire part des résultats de l'enquête que vous avez menée. Nous vous écoutons. Alors la CERC Normandie, c'est la cellule économique de la construction de Normandie. C'est une association loi 1901. Il y en a une par région en France. C'est un observatoire neutre et, sur l'acte de construire, qui regroupe l'État, la région, les maîtres d'ouvrage publics, collectivités, mais aussi privés, les organisations professionnelles de l'acte de construire, FFB, CAPEB, FRTP, UNICEM, mais aussi les maîtres d'œuvre, enfin, tous les acteurs de l'acte de construire. On fait des études sur l'acte de construire, notamment on a fait une sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, qui a été livrée en mars 2021, là, qui a été réalisée en courant 2020, donc en plein Covid, c'était pas simple, et dont le rendu est disponible sur le site de la CERC Normandie, c'est ça pour la synthèse, juste 14 pages. Le document plus complet est plus riche, mais forcément un peu plus long à lire. Ou vous pouvez la demander par mail ou au SDEC aussi, qui vous la donnera avec plaisir. Donc voilà, pour la CERC Normandie, rapidement, qui on est. Très bien. Donc maintenant, place à l'enquête et à ses résultats, ses enseignements surtout. D'accord. Alors l'étude a été menée donc, on a fait plusieurs choses. On a fait une enquête auprès de 750 collectivités en Normandie. Donc des petits, des gros, des gens de la Manche, de l'Orne, du Calvados, Seine-Maritime et ailleurs, enfin partout. On a eu 250 réponses par mail sur une grosse enquête en ligne qui était un peu difficile. L'étude a été financée par l'ADEME, la région, l'Adréal. Et on a fait également 2 focus group, un à Caen, un à Rouen, parce qu'on voulait partir d'un constat avec des chiffres, des avis, des enjeux et des préconisations. Et là, je raconte un peu la fin de l'étude, c'est la fin du document, mais il faut quand même le lire, parce qu'avant, c'est intéressant. Les collectivités ont sorti des préconisations, donc ça vient ni de la CERC, ni de l'État, ni de la région, ça vient des collectivités. Et ces préconisations, en fait, sont, à mon avis, très riches d'enseignements. Certaines sont complexes à mettre en œuvre, parce que coûteuses, parce que beaucoup de moyens, mais d'autres sont beaucoup plus simples à appliquer et à mon avis très efficaces à moindre coût.
Et ça démontre l'intelligence collective que peuvent avoir les élus et les techniciens des territoires qui ont mis des choses en place, seuls, rarement, souvent ensemble, et ça a bien fonctionné. Maintenant, on rentre un peu plus dans le concret. Est-ce qu'on peut dire que les collectivités sont informées, sont au courant? Sur le décret, non. Très clairement, non. Il y a un an, on avait 40% des collectivités normandes qui avaient répondu, qui dit le décret, je ne connais pas. 50% disaient on connaît, on sait que ça existe, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et 10% seulement, on sait que ça existe et on connaît un peu ce qu'il y a dedans. C'est il y a un an, donc on est un peu loin de. C'est quand même il y a un an, mais on est un peu loin du compte pour le coup. Donc la marge de progression en matière de connaissance du décret est quand même assez importante. Évidemment, plus on est gros, structuré, EPCI ou grosse commune, plus on connaît, mais à l'inverse, plus on est petit, en moyenne, moins on connaît. Allez-y, poursuivez. Pour le décret, après il y a beaucoup de choses à dire parce que l'enquête était quand même assez complexe. Sur la connaissance du parc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que je pensais naïvement qu'une collectivité, c'est comme un ménage, on connaît son patrimoine, on sait comment il fonctionne, quel est son état, et en fait, non. Pas du tout en fait. Ce qu'on a pu mesurer, c'est que pour les sujets complexes, simples, par exemple la surface des bâtiments ou l'état des bâtiments, les collectivités connaissent assez bien leur parc finalement, d'après ce qu'elles disent. Par contre, dès qu'on va dans les sujets techniques, la performance thermique du bâtiment, la consommation du bâtiment, là la connaissance est quand même beaucoup plus légère, on va dire. Et donc la marge de progrès est importante. Et ce qu'elles disent aussi, c'est qu'elles ont besoin d'être accompagnées là-dessus. Et est-ce que ces communes, est-ce que vous allez finir par répondre oui? Parce qu'à chaque fois, vous répondez non. Est-ce qu'elles se sont fixées des objectifs, justement? Ah oui, clairement. Ah, quand même. Là, j'ai oui. Très bien. Si, non, c'est clairement... alors, ce qu'elles ont dit, moi, je suis neutre en histoire. Je ne fais que reporter ce que les gens ont dit, en fait. Et on a beaucoup de réponses, donc du coup, ça tient quand même la route au niveau statistique. Ce qu'on peut dire, c'est que, grosso modo, un quart des communes, en fait, ont dit oui, je me suis fixé un objectif en termes de consommation, s'il s'agit de ça. Un quart dit non, pas moi. Et la moitié, on dit, on y réfléchit, mais c'est pas encore prêt, en fait. Donc, la marge de progression est encore assez importante. Par contre, ce qu'elles ont toutes dit à 100%, c'est oui, je veux le faire, mais j'ai besoin d'être accompagné. D'où l'intérêt des structures comme le ZEC Énergie ou d'autres également, qui ont un rôle à jouer, qui est, à mon avis, moteur sur le sujet. Et ont-elles mis alors en place des plans d'action pour certaines? Finalement, en fait, je crois de mémoire, c'est 3/4. On avait listé une série, les financeurs et puis les partenaires de l'étude en fait et les experts avaient fixé listé un certain nombre de mesures type, d'actions type, il y en a une douzaine. Et de mémoire, ces 3/4 des collectivités avaient choisi au moins une de ces actions en fait. Donc c'est quand même beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a un quart qui n'a fixé aucune action. Donc, et les acteurs publics qui avaient fixé 2 ou 3 actions étaient quand même assez peu nombreux finalement. Donc je dirais que les gens se structurent, avancent, mais encore avec un niveau d'avancement qui est assez lent, assez faible, parce que l'un des freins, c'est la connaissance en fait du parc. Comment agir si on ne sait pas ce vers quoi on veut aller, parce que par rapport à l'état qu'on a au départ, c'est compliqué en fait. Donc vous le disiez, un besoin d'accompagnement. Quels sont les freins à l'action? Un des premiers freins relevés par l'étude, c'est de mémoire, c'est la compétence interne en fait. Non pas que les agents ne soient pas compétents, c'est que les sujets sont tellement vastes et variés. Il y a l'aspect administratif. Et évolue tellement. Et aussi financier, réglementaire. Il y a aussi la connaissance du suivi du système d'information. Combien je consomme, pour le savoir, faut aussi le mesurer en fait. Après, il y a l'aspect normatif. Quand on a un bâtiment rénové, public, public ou privé, peu importe, s'il est classé, si on doit respecter les normes incendie, normes accessibilité, c'est quand même super compliqué en fait. Donc cet empilement normatif limite l'action du maître d'ouvrage, mais aussi des entreprises derrière et des maîtres d'œuvre. Et il y a aussi un dernier aspect qui est ressorti quand même assez souvent, c'est la complexité de l'écalage qu'il y a entre le fait de posséder un bâtiment des communes et le fait pour les EPCI d'avoir la compétence sur ce bâtiment-là. Donc l'interaction entre les deux fait qu'il y a une complexité dans la rénovation du bâtiment support en fait. Alors vous utilisez une expression dans l'analyse de l'enquête, c'est être petit mais costaud. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la traduire, nous l'expliciter? Ce qui m'a surpris quand j'ai rencontré les collectivités normandes qui participaient à l'enquête, il y en a beaucoup quand même, c'est qu'il y avait des gens qui étaient très structurés,
des grosses collectivités avec des moyens financiers, des moyens humains aussi, techniques, qui avançaient bien sur le sujet en fait. Et j'ai vu aussi beaucoup de collectivités de taille moyenne ou petite qui étaient parfois pas riches, parfois très rurales, et pour autant qui faisaient des choses assez importantes et assez exemplaires à mon avis. Et elles étaient donc petites mais costauds. Mais pourquoi ça marchait comme ça? C'est qu'il y avait une commande claire des élus. Je veux aller vers ça. Avec des objectifs bien précis. Mais pour ce faire, il y avait une interaction entre les élus et les services qui était vraiment hyper efficace, mais également entre services. Parce que ce que montre l'étude, c'est que la transition énergétique des bâtiments, c'est pas une question uniquement d'énergie, c'est une question plus globale en fait et transversale. On parle de plein de choses finalement. Et troisième point, c'est aussi la capacité des territoires, ceux qui ont réussi en tout cas, à fonctionner en réseau en fait. C'est pas uniquement de l'interne, c'est au sein de l'EPCI, comment je travaille avec mes collègues, et aussi avec d'autres partenaires, comme les syndicats d'énergie, comme l'ADREAL, les DTM, comme l'ADEME, comme la région. Il y a plein d'acteurs qui peuvent aider aussi et mettre en place des choses. Mais je crois beaucoup la force de ces petits mais costauds, c'est cette faculté de vouloir avancer et de fonctionner en réseau. Et il n'y a pas de différence entre, alors ce qui n'existe plus, mais quand même, entre d'un côté de la Seine et de l'autre? Si. Après, effectivement, si on compare l'Orne, par exemple, qui est beaucoup plus rural à la Seine-Maritime, on voit différence de comportement, mais pour autant, dans l'Orne, même si les moyens sont peut-être moins importants qu'à Rouen, pour le coup, il y a une dynamique territoriale qui est très marquée, qui est très engagée, en fait. Et j'ai l'exemple d'une commune que je peux citer parce qu'elle est vraiment très pertinente, c'est Mortain, par exemple. J'étais surpris à quel point les élus et les équipes avançaient à ce sujet, en fait. Mortain dans la Manche. Oui, c'est limite... oui, c'est dans la Manche. C'est vrai, tu as raison. Sud-Manche. C'est vrai. On a fait le tour de l'enquête? Non, il y a plein de choses à dire, il faut tout lire. Oui, non, mais réellement, j'invite vraiment les collectivités à relire les préconisations parce que ce sont les vôtres et je pense qu'elles sont riches d'enseignements. Et si un dernier point, c'est merci à celles qui ont participé à l'enquête parce que c'est du temps passé. On est en plein confinement et on a refusé les gens au focus group qui venaient pour travailler. Nous, on faisait qu'écouter leur point de vue. Donc merci. Eh bien, merci à vous également. Nous en arrivons à la phase de questions-réponses sur ce qui a été dit à la fois par Isolde Legros et par Gaël Le Corvec. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez voir développés, approfondis? N'hésitez pas, vos remarques, vos questions, vos commentaires. Allez-y. Alors je vais vous apporter un micro. Ok. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Donc, un, deux. Ça marche. On m'entend? Ouais, c'est bon. Oui. Donc David Portemont, maire adjoint de Fontenay-le-Pénel. Vous parliez d'année de référence. Comment elle est déterminée? Est-ce qu'elle est déterminée? Alors, elle doit être déterminée entre 2010 et 2020. Pardon. Elle doit être déterminée entre 2010 et 2020. Et c'est le propriétaire du bâtiment qui la détermine. C'est-à-dire que c'est dans l'idée de permettre au propriétaire de choisir une année qui lui semble être une année représentative. Sachant que sur la plateforme, il y a une correction des données au niveau climatique qui est prévue en fonction des données météo. Voilà. Donc pas prendre une année de grand froid ou de grande chaleur. Évidemment. Ou une année Covid. Une autre question. Monsieur, merci de vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Xavier Madeleine, maire d'Amfreville. Est-ce qu'on a une idée sur le nombre de dossiers donc déposés par les collectivités au titre du CRTE et qui concernent justement la rénovation des bâtiments publics? C'est pas une question piège. Il semblerait qu'elle le soit un peu. Alors, pour ce qui est du CRTE, moi je ne saurais pas vous répondre. Je sais qu'on a eu une enveloppe décile particulière pour la rénovation énergétique l'année dernière. On a eu beaucoup de dossiers qui ont été déposés. Je dirais que ce serait une centaine de dossiers qui ont été déposés pour des travaux de rénovation énergétique.
Justement, vous mettez l'accent sur le dossier des subventionnements des CIL, puisque Monsieur le Préfet, lors de l'Assemblée générale des maires du Calvados, donc lundi dernier, faisait part qu'il y avait une enveloppe très importante, justement, qui serait dirigée vers justement ces travaux de rénovation. Donc sans dossier, ça représente quoi, 10-20% de l'enveloppe budgétaire allouée actuellement? Alors ça, il faudrait que je laisse les services de la préfecture répondre. C'est plutôt préfecture que des DTM, pour le coup. C'est important, ma question, oui, j'entends. C'est important parce que d'une part, pour monter un dossier, c'est extrêmement complexe, hein, vous le savez très bien, donc il faut avoir le diagnostic que les collectivités ont fait ou pas fait. Et ensuite, il faut pouvoir s'inscrire justement dans la répartition des enveloppes budgétaires, sachant que Monsieur le Préfet rappelait que ces enveloppes, pendant les 2 ans à venir, sont très importantes. Quid de N+3, on n'en sait rien. Ça risque de baisser, mais ce serait intéressant qu'on puisse avoir une cartographie, une lisibilité sur un petit peu l'avancement de ces dossiers. Alors après, comme je disais tout à l'heure, les dispositifs de financement, ils sont de plusieurs ordres, hein. Donc effectivement, il y a cette enveloppe des CIL, mais le décret tertiaire prévoit aussi ce qu'ils appellent le tiers financement, qui sont un accord qui est passé entre celui qui va faire des travaux et celui qui va en bénéficier, qui continue à payer en fait la même consommation d'énergie qu'avant. Comme ça, celui qui a fait les travaux est rémunéré en fait sur cette différence. Donc vous voyez, c'est une sorte de financement qui inclut dans les travaux. Il y a des prêts aussi qui sont prévus, notamment par la Banque des Territoires. Donc voilà, comme je disais, toutes ces modalités de financement, elles sont vraiment inhérentes au projet. Et il faudra que les collectivités puissent être aidées en fait dans leur démarche pour trouver les financements qui sont adéquats. Mais vous êtes impatient, monsieur, car nous avons la chance d'avoir le sous-préfet du Calvados en charge de la relance, monsieur Nathan Delara, qui va intervenir très vite, dans un court instant, et il vous apportera les réponses. On ne s'est pas concerté. Non, mais vous faites du teasing, monsieur, c'est très bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, on voulait apporter une précision, hein, Gaël, parce que... Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'élu de Mortain. Ce n'est pas la commune de Mortain, mais c'est la commune de... Et nous changeons de département. Mortagne-au-Perche. Mortagne-au-Perche, cette fois-ci, dans l'ordre. C'est pour ça que vous aviez Mais ils sont très bien aussi, les Manchots. Ah oui, bien sûr, évidemment. Absolument. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions ou remarques? Non? Eh bien, je vous remercie. Merci à tous les deux. Nous allons poursuivre cette matinée avec la deuxième partie des acteurs mobilisés aux côtés des collectivités dans les projets de rénovation. J'appelle Marc Le Cerf, vice-président du SDEC Énergie en charge de la transition énergétique, mais aussi vice-président de Caen-la-Mer en charge de l'énergie et maire de Fleury-sur-Orne, au sud de Caen. Nathan Delara, sous-préfet donc du Calvados en charge de la relance, monsieur, voilà, qui vous dira tout sur les millions qui sont réservés notamment au Calvados. Alban Raffray, directeur du département transition énergétique au SDEC Énergie. Et enfin Marc Rollet, le président de la FFB du Calvados, avec un masque siglé FFB, Fédération française du bâtiment. Vous pouvez l'enlever, monsieur Rollet, nous sommes... On a présenté le pass sanitaire à l'entrée. Voilà, donc on peut l'enlever, monsieur le sous-préfet. Vous êtes d'accord? Sauf contre-ordre de votre part, en fait. À partir du moment où vous avez mis en place le pass sanitaire, vous êtes maître de choisir d'imposer ou pas. Voilà, sachez-le, c'est comme au restaurant, on peut l'enlever à partir du moment où on a tous été contrôlés et où nous avons tous nos 2 doses. Marc Le Cerf, nous allons commencer avec vous. Il était dit tout à l'heure par Bruno Delic qui présentait Acte 2. C'est un dispositif important, c'est une dynamique qui a été engagée. Donc il vous revient de nous présenter ce programme. En quoi consiste-t-il? Il engage le SDEC, il engage Caen-la-Mer et donc à travers le SDEC, les communes du département. Nous vous écoutons. Alors le sigle ou l'acronyme ACTE donne les éléments qui permettent de poser le cadre qui est le sien, puisqu'il signifie action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Donc on pose bien le cadre. C'est un appel de notre fédération, la FNCCR, et qui a proposé donc à différentes collectivités de répondre, ou syndicats de répondre seuls ou en association. Il nous a semblé utile, pertinent à la communauté urbaine d'une part et au SDEC d'autre part de répondre ensemble et d'une certaine manière de se partager le territoire géographiquement, c'est-à-dire la communauté urbaine étant plutôt axée sur les communes qui la composent,
et puis le SDEC s'occupant, si je puis dire, du reste du monde, c'est-à-dire des autres communes du Calvados. Il y a 3 axes qui sont particulièrement soutenus dans le cadre d'Acté. La première, c'est la mise à disposition d'outils d'aide à la décision. La deuxième, c'est la réalisation d'audits énergétiques. Et puis la troisième, c'est la démarche qui vise à baisser le coût de maîtrise d'œuvre. Et donc, dans ce cadre-là, des actions ont été financées. Et nous avons recruté, et au SDEC et à Caen-la-Mer, un certain nombre de collaborateurs, économes de flux ou, comment dirais-je, des conseillers en énergie partagée. Je dois dire que ce sont des collaborateurs qui sont devenus une denrée rare, hein, puisque c'est un mouvement qui est un mouvement de dimension nationale, puisque, encore une fois, monsieur le sous-préfet reviendra, mais il y a vraiment énormément d'aides qui sont disponibles aujourd'hui. Il y a un temps qui est relativement réduit pour les mettre en œuvre et des objectifs, on l'a vu dans la table ronde précédente, très ambitieux. Et ce cadre donc nous amène à agir vite et à constater que ces recrutements sont parfois un petit peu difficiles, d'autant que ce sont des collaborateurs de qualité que nous recrutons. Alors concrètement, comment est-ce que les choses fonctionnent et au travers de quels axes est-ce que nous agissons? D'abord, il s'agit de faire émerger d'une certaine manière la démarche. Il n'est pas naturel, ça a été dit, pour tous les élus, d'être au fait de cette démarche, des process, et de se sentir concernés d'ailleurs, non pas par absence de volonté, mais par capacité à mettre en œuvre un dispositif qui, par de nombreux aspects, est relativement technique et précisément, si on n'est pas accompagné, puisque le SDEC et la communauté urbaine s'adressent avant tout aux communes. Donc, à la communauté urbaine, il y a Caen évidemment, mais il y a aussi des communes de moins de 2000 habitants, pardon. Et puis au niveau du département, il y a, ou du SDEC plus exactement, il y a Lisieux et puis des communes de moins de 100 habitants. Et donc, on doit s'adresser à différentes strates d'élus avec des services qui sont présents ou qui ne sont pas présents, qui sont plus ou moins versés sur ces sujets. Donc l'émergence, l'accompagnement de projets. Ensuite, l'identification des bâtiments. Alors parfois les élus sont très au fait de cela, connaissent ou pas, on l'a vu dans la table ronde précédente, la situation. Donc on connaît en général la structure du bâtiment, mais sur les consommations, sur les caractéristiques énergétiques, c'est souvent moins assis. Donc, Acté permet justement de financer ce type de démarche, cet accompagnement. Ensuite, on étudie les performances et on évalue au travers d'un certain nombre de scénarios les gains qui peuvent être mis en œuvre. Et comme on est sur de la rénovation, on a aussi des surprises qui vont porter sur la structure. On élargit parfois la maîtrise d'œuvre et le projet pour aller sur des éléments de structure. Et donc les scénarios sont parfois nombreux quand on passe d'une chaudière fuel à un dispositif gaz, voire à de la biomasse. Bon, les choses sont assez simples dans, j'allais dire, les choix. Mais il y a parfois des choses un peu plus complexes pour lesquelles l'État va être susceptible peut-être d'élargir le champ, où on va peut-être jouer sur un panel plus large de dispositifs ou de prêts qui vont pouvoir accompagner cette démarche. Et puis, donc, on est dans les choix vraiment de stratégie à mettre en œuvre. Ensuite, c'est l'aide à la décision des élus, donc encore une fois sur les aspects techniques, sur les aspects financiers, mais aussi avec un rôle de tiers de confiance d'une certaine manière. C'est-à-dire que les experts qui accompagnent les élus, là, sont, j'allais dire, dans une certaine neutralité, une neutralité bienveillante, puisqu'ils sont issus soit du syndicat, soit d'une collectivité qu'ils constituent. Et on voit que cette dimension permet de déclencher, encore une fois, le passage à l'acte, c'est-à-dire la décision de faire ou de ne pas faire. Sinon, on a pu voir dans les années précédentes un certain nombre de démarches qui initiaient l'idée, voire des études qui étaient faites, et on n'allait pas jusqu'au bout. On ne passait pas à l'acte. Et donc, sans doute, est-ce qu'Acté, dans cet accompagnement et la mobilisation de moyens d'ingénierie qu'il permet de mobiliser, est un élément décisif du passage à l'acte, de la mise en œuvre du dispositif. Et on va ensuite sur la préparation des dossiers techniques et la confrontation au financement et la décision qui est mise en œuvre en définitive. Donc informer, expliquer, accompagner, c'est ce que permet de mettre en œuvre Acté au travers à la fois de l'action du SDEC et de celle de Caen-la-Mer.
Sur le territoire de Camp-la-Mer, justement, des actions ont déjà été engagées sur la communauté urbaine? Alors les actions ont été engagées en matière de... Alors dans le cadre adapté, parce que d'autres ont été, mais je ne les épuise pas. Donc la première, c'est le recrutement de collaborateurs, bien évidemment. Et puis un certain nombre d'audits énergétiques sont engagés. Pratiquement toutes les communes de Camp-la-Mer sont à l'œuvre. On est sur une centaine de bâtiments concernés au total. Et puis les dossiers sont en cours de constitution. On n'a pas encore versé dans l'aspect travaux de manière opérationnelle, mais les mois qui viennent devraient nous permettre de le faire. Donc la dynamique est bien enclenchée sur la communauté urbaine, vous nous rassurez? Elle est engagée. Très bien. Alban Raffray, comment justement le SDEC va intervenir concrètement pour accompagner les communes du reste du monde, comme disait Marc Le Cerf, on va dire du reste du territoire du Calvados? Bon, je suis un peu embêté parce que M. Le Cerf a déjà pas mal décrit le dispositif, mais je vais le compléter. Peut-être juste sur Acté, effectivement, donc, le syndicat accompagne les collectivités depuis maintenant une dizaine d'années, on l'a dit. C'était aussi l'heure du bilan, de voir comment améliorer le dispositif, tirer les conclusions en fait, de ces 10 ans d'accompagnement. Et on s'est aussi aperçu, et l'enquête, je dirais, que Gaël tout à l'heure a détaillé, le montre bien, c'est que il y avait encore un problème de passage à l'acte. Donc il fallait voir comment s'organiser différemment pour inciter les collectivités à passer à l'action. Donc en fait, on va dire qu'on a deux orientations dans notre action. La première, c'est plutôt de travailler au niveau, on va dire, de l'écosystème qui existe aujourd'hui, de tous les acteurs institutionnels qui sont sur la place et qui accompagnent les collectivités, que ce soit financièrement ou en matière d'ingénierie. Et là, l'idée, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs se parlent peut-être un petit peu plus et puissent coordonner leurs actions, trouver des synergies pour faire en sorte que les collectivités bénéficient de toutes les aides dont elles ont, auxquelles elles sont éligibles, de tous les accompagnements auxquels elles peuvent prétendre. Donc ça, c'est le premier axe, donc qui est plutôt macro, on va dire. Et puis à l'échelle du syndicat, nous, on a essayé de repenser, on va dire, notre action pour créer un véritable parcours de rénovation. Essayer d'avoir une démarche logique en plusieurs étapes, voilà, donc que vous avez à l'écran. La première étant de se dire, et ça rejoint le constat qui était fait tout à l'heure, c'est qu'il faut connaître son patrimoine avant d'engager des actions. Donc il faut le répertorier, connaître ses caractéristiques. Donc ça passe par la création d'une sorte de base patrimoniale, on va dire. Donc nous, et au travers d'Acté, justement, on met à disposition des collectivités, on est en train d'initialiser un outil qui va permettre justement d'intégrer les bâtiments des collectivités, de repérer les compteurs électriques, gaz, etc., la performance des bâtiments, est-ce qu'ils sont isolés, quel est l'âge de la chaudière, etc. Donc vous aurez en fait une base patrimoniale de vos bâtiments. Et à cela, on va y ajouter la récupération de tout ce qui est consommation et dépenses d'énergie. Donc, ce qui fait que vous aurez aussi des indicateurs de performance énergétique de votre parc de bâtiments. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir identifier, on va dire, les bâtiments sur lesquels il faudra travailler en priorité. On s'est aperçu justement qu'en essayant d'avoir une démarche peut-être trop large, on donnait trop d'actions à mener et ça pouvait faire peur aux élus. En fait, on ne sait pas trop par où commencer. Là, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une vision globale et de repérer les bâtiments les plus opportuns sur lesquels on va travailler. Une fois qu'on a fait ça, donc on va repérer, on va dire, le bâtiment sur lequel on décide d'engager des actions. Et ben on va passer à un deuxième niveau qui est de se dire, qu'est-ce qu'il faut faire sur ce bâtiment-là? Donc là, on va accompagner la collectivité au travers de la réalisation ce qu'on appelle chez nous un pré-diagnostic, qui va nous permettre de voir quelle est l'ampleur, on va dire, de la rénovation engagée, la nature des travaux. On va discuter aussi avec les élus pour connaître quelles sont les priorités du mandat, quels sont les budgets alloués à la rénovation. Et ça va nous permettre d'orienter plutôt l'action vers un audit énergétique qui va être très poussé ou plutôt un bilan énergétique qui va être plus ciblé sur des travaux ponctuels. À l'issue de cette phase, en fait, vous allez obtenir un plan d'action, donc un programme de travaux, en fait, qui va permettre à la collectivité de savoir exactement ce qu'elle peut faire sur son bâtiment.
Donc c'est là où Acté encore vient enrichir la démarche, c'est-à-dire qu'on a pu embaucher des collaborateurs de qualité, comme le disait M. Le Cerf, donc des économes de flux qui vont venir préciser en fait ces plans d'action, notamment en termes de chiffrage, donc de voir pour telle action combien ça peut coûter, combien ça peut éventuellement générer de certificats d'économie d'énergie, quelle aide je suis susceptible de demander, enfin voilà, d'avoir vraiment une stratégie de rénovation chiffrée et avec un contenu d'action bien défini. Donc ensuite, et là encore, le troisième niveau, la collectivité peut le faire seule ou accompagnée par le syndicat. Donc là, c'est l'aide à la réalisation des travaux, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on a aussi parfois besoin d'ingénierie en matière de réalisation de travaux. Donc là, ce que le syndicat est en train de mettre en place, donc là on est sur une phase expérimentale, mais l'objectif c'est bien, on va dire, de le proposer à l'ensemble des collectivités très rapidement, c'est de proposer en fait à la commune qui le souhaiterait de déléguer en quelque sorte ces travaux au syndicat par un véhicule juridique du type mandat de maîtrise d'ouvrage, ce qui nous permet de à la fois valider les études, engager les marchés de travaux, les financer, les réaliser et en assurer le suivi de l'efficacité. Voilà, donc tout ce qui peut paraître assez compliqué, peut-être pour des petites collectivités qui n'ont pas d'ingénierie, etc., le syndicat va mutualiser tout ça et on sera en mesure de les aider pour aller jusqu'à la réalisation des travaux. Voilà. Et donc ensuite, on continue de suivre les consommations, les dépenses, et la boucle est bouclée, hein, on revient en suivi et on choisit un autre bâtiment et on peut engager de nouvelles actions. Dans le département, des communes, des collectivités, communautés de communes se sont engagées dans ces niveaux d'accompagnement déjà ? Oui, alors bon, on avait déjà, je dirais, un panel de collectivités qui étaient accompagnées, qu'on a doucement fait glisser vers ce nouveau modèle d'accompagnement. Et puis on commence à faire la promotion du dispositif. Et donc oui, on a déjà des collectivités qui intègrent les niveaux 1 et 2, notamment du processus, quoi. Vous sentez que le passage à l'acte est imminent ? Le passage à l'acte, on le verra quand le niveau 3 sera réalisé. Mais bon, l'objectif, il est vraiment là. On l'a dit au travers d'Acté, on s'est fixé très clairement des objectifs de taux de transformation, on va dire, des études en travaux. Donc l'ambition, c'est vraiment d'aller jusque-là. Donc on l'a dit au travers soit de la maîtrise d'ouvrage ou aussi ce que je n'ai pas évoqué, c'est vraisemblablement des opérations groupées. On pourra aussi mutualiser pour des besoins qui sont quasi identiques dans des bâtiments de collectivités différentes, des opérations groupées pour faciliter, là encore, la réalisation des travaux. Très bien, donc vous le voyez, le SDEC est là, à vos côtés, prêt à répondre et à dégainer. Nathan Delara, merci d'être là, vous êtes très attendu. Nous en avons eu la preuve tout à l'heure. Donc je le disais, vous êtes sous-préfet du Calvados en charge de la relance. La relance, c'est un mot qu'on entend très souvent et qui aussi s'applique à la rénovation des bâtiments publics. Comment dans le Calvados se traduit-il ? Alors, oui, je vois qu'on a démarré par des questions très très concrètes. Je vais me faire un plaisir de pouvoir y répondre. C'est vrai que l'État en ce moment met énormément d'argent sur la rénovation thermique de façon générale. Donc pour le bâti privé, c'est MaPrimeRénov' avec la version copro. Et pour le bâti public, il y a beaucoup d'enveloppes distinctes et on peut rapidement s'y perdre. Alors si on prend dans un premier temps le temps court, c'est le plan de relance, donc 2021-2022. Vous avez certains crédits qui étaient directement fléchés pour des opérations d'ampleur nationale. Je pense, pas très loin d'ici, la rénovation de l'université, donc 12 millions d'euros pour une partie menuiserie et une partie rénovation du réseau de chaleur. Ça, si vous voulez, ce sont des crédits du national qui arrivent dans le département. Vous avez des crédits qui sont ciblés sur les logements sociaux, pareil. Vous avez des crédits qui sont ciblés sur le bâtiment de l'État. Vous avez peut-être aperçu la rénovation qui démarre pour les finances publiques, pas très loin d'ici, et puis dans diverses villes en fait, du département. Et puis, ce qui vous intéresse aujourd'hui en particulier, les bâtiments des collectivités. Donc là, vous avez mentionné les enveloppes de dotation habituelles, donc DSIL, DETR, qui permettent, donc les années standards, de soutenir tout type de projet d'investissement. L'année de référence qu'on va prendre pour pré-Covid 2019, c'était des enveloppes d'environ 20 millions d'euros pour le département du Calvados. Dans le cadre du plan de relance, ces enveloppes ont été abondées avec 2 enveloppes supplémentaires.
une dédiée uniquement à la rénovation thermique des bâtiments, et avec un enjeu, et je vais profiter pour féliciter tous les acteurs ici, de dépenser les crédits, de les engager avant la fin de l'année 2021. Voilà. Oui, il y a une petite nuance. Et là-dessus, alors je sais qu'on a félicité les Manchots tout à l'heure, mais c'est le Calvados qui s'en est le mieux tiré pour toute la Normandie, puisqu'on a réussi à engager quasiment 8 millions d'euros, donc spécifiques 2021 France Relance, pour environ 66 projets de rénovation thermique des collectivités. Voilà. Après, donc le temps court, c'est le plan de relance. Le temps moyen, vous l'avez mentionné également, ce sont les contrats de relance et de transition écologique, qui là sont en cours de signature. On n'a pas encore fini de signer les 16 CRTE, un par EPCI, qui eux courent jusqu'en 2026 environ. Et dans lesquels, c'est vrai que le préfet a fortement encouragé l'ensemble des collectivités à inscrire des projets de rénovation énergétique. Là, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État n'est pas en mesure de préflécher des crédits à l'avance pour ces projets qui s'étaleront jusqu'en 2026. Mais il y aura bien sûr chaque année une nouvelle décile, une nouvelle DETR, qui vont sans doute retrouver leur niveau d'avant-crise. Donc, sans m'engager à rien, l'ordre de grandeur de 20 millions d'euros annuels peut paraître raisonnable, on va dire, comme estimation. Et le fait d'avoir inscrit vos projets dans un CRTE, ça priorise. Parce que, évidemment, si on prenait tous les projets de toutes les collectivités, 20 millions d'euros, ce ne serait pas suffisant pour pouvoir financer tous vos investissements. Donc, le fait d'avoir mis dans vos CRTE un projet de rénovation énergétique, ça priorisera le moment venu, le jour où il sera prêt, accompagné par toute l'ingénierie qui est à votre disposition, parce qu'il y a des projets de maturité très différentes, d'obtenir cette fois-ci la subvention via une enveloppe classique. Voilà. Votre meilleur point de contact, ça restera comme d'habitude votre sous-préfet d'arrondissement, auquel vous irez présenter votre dossier, mais donc j'ai envie de dire procédure habituelle. J'espère que ça répond à votre question, monsieur le maire. Sur les CRTE, pardon, on va compter, du coup, en effet, le préfet souhaitait compter le nombre de projets de transition écologique. Pour ça, on attendait simplement la signature des derniers. Les premières estimations, comme ça a été rappelé, sont à 3 chiffres. Voilà. Alors, oui, on va vous apporter un micro, monsieur, pour mieux vous entendre. Donc, pour revenir donc, à la signature des CRTE, donc sur mon territoire, puisque ma commune appartient à Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, donc le contrat a été signé la semaine dernière. Alors on sait un petit peu dans la précipitation qui a été celle des collectivités, mais imposée par l'État pour déposer des dossiers au titre du CRTE. Alors lorsqu'on dépose un dossier, évidemment, il faut qu'il soit quand même mené de A à Z avec, je veux dire, une crédibilité. C'est pour ça que bon nombre de collectivités n'ont pas pu, dans le cadre du CRTE, déposer de fiches actions, parce que c'est dans ce cadre-là, de fiches actions vers ces travaux de rénovation des bâtiments publics. Alors ma question est de savoir comment vont évoluer ces CRTE, puisque pour nous, je veux dire pour 2022, est-ce qu'on rentre dans le titre des subventionnements traditionnels DETR décile, ou est-ce qu'on peut s'inscrire dans l'enveloppe du plan de relance ? Alors, donc l'enveloppe du plan de relance, ce que je disais, en gros, vous avez réussi à la consommer dans les temps. Donc celle-là, elle est vide. Pour les CRTE, évidemment... C'est une bonne nouvelle ce matin, mais non, elle est vide. C'est une très bonne nouvelle, parce que, encore une fois, tout ce qui n'était pas utilisé localement était récupéré par Bercy pour être redistribué ailleurs. Donc félicitations. Pour les CRTE, c'est vrai que la durée de préparation était raisonnablement courte. C'est pour ça que c'est un contrat, en fait, qui est tout à fait modifiable, auquel vous pouvez faire des avenants autant de fois que nécessaire, au fur et à mesure que vos projets mûrissent. Donc, si vous voulez, le CRTE n'est pas figé au moment de sa signature. Il y avait une vraie volonté du gouvernement d'avoir une première version signée initialement à l'été, mais l'automne, c'est très bien aussi, pour donner des grandes directions. Mais les fiches actions peuvent
tout à fait venir s'y ajouter au fur et à mesure, quand elle reste, on va dire, dans la philosophie générale du CRTE. Donc, je pense à MPCA, voilà, une interco qui inscrit très clairement la transition écologique et la rénovation de ces bâtiments comme fil directeur de son CRTE, peut tout à fait venir y ajouter au fur et à mesure des fiches actions une fois que les projets mûrissent et qui sont prêts à être financés et à sortir de terre. Sachant que les projets qualitatifs sont mieux examinés peut-être, en tout cas émergent. Là, on est très pragmatique ici. Si vous voulez, quand il y avait le temps court où il fallait absolument consommer les crédits, on prenait les projets qui étaient susceptibles de démarrer vite. Au fur et à mesure, quand on a le temps de se projeter et de réfléchir, on va choisir ceux qui ont le meilleur impact finalement pour l'intérêt général. Mais pragmatisme là-dessus. Voilà, très bien. Ah ben allez-y, monsieur. Pour compléter, effectivement, dans le montage des dossiers, vous savez très bien que donc il y a des financements croisés. La difficulté, parce que autant l'État pousse les collectivités à démarrer au plus vite les travaux, lorsque vous avez des financements croisés et que les autres partenaires, et je cite le conseil départemental, sont un petit peu à la traîne dans l'instruction, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Je me suis permis d'en parler à monsieur, comme votre collègue sous-préfet de Lisieux. Bon, l'installation du conseil départemental, certes, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut agir. Et lorsqu'on n'a pas les réponses de financement par les autres partenaires, vous savez très bien qu'on est freiné dans le démarrage des travaux. Donc là, je compte sur l'État pour agir auprès des autres partenaires pour qu'on puisse être réactif et agir. Très clairement, hein, si à un moment il faut mettre autour de la table l'ensemble des acteurs autour d'un même dossier, comme vous l'avez fait, vous saisissez votre sous-préfet d'arrondissement qui se chargera de ça pour vous. Voilà. J'ai toute confiance en mon homologue de Lisieux. Absolument. Merci, monsieur. Monsieur, vous aviez une question? Juste ici. Oui, attendez le micro, monsieur. Le voici sur votre gauche. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Pierre Villain, président de la CLCV du Calvados, l'association de défense des consommateurs. Et j'ai envie de demander à monsieur le préfet comment il se situe la répartition. Dans le Calvados, il y a 4 bailleurs importants. Et l'enveloppe de 20 millions, sur quels critères vous l'accordez? Parce que ça m'intéresse pour pouvoir répercuter quand il y a des relations financières avec nos bailleurs du Calvados. Hein, nous avons Ingelia, nous avons Partelios, CDC Habitat et Quand la mer Habitat. Et c'est quand même une somme importante parce que des bâtiments à rénover, il y en a quand même pas mal. Il y a des choix à faire. Voilà. Quels sont les critères? Alors, là, vous parlez des logements sociaux. Hein. Oui, voilà. Oui, les logements sociaux qui sont gérés par les bailleurs. Logements sociaux, il y avait une instruction spécifique cette année qui demandait de se concentrer en priorité sur ce qu'on appelle les passoires thermiques. Donc, les passoires thermiques, c'était les étiquettes G et au-delà, si je ne dis pas de bêtises. Il se trouve que dans le Calvados, et je parle dans une salle remplie d'experts, hein, mais on en avait assez peu. C'est-à-dire que les bâtiments, les logements sociaux, hein, on était mauvais, mais pas mauvais à ce point, si vous voulez. C'était du DE, mais pas forcément du G. Donc là-dessus, pour cette enveloppe précise, l'arbitrage se situe au niveau du préfet de région, donc M. Pierre-André Durand à Rouen. Et là, donc, ce que le préfet du Calvados a fait, c'est lui écrire personnellement à plusieurs reprises pour expliquer qu'il y avait certains projets. Certes, l'étiquette énergétique, ce n'était pas F ou G, mais d'un point de vue social, impact local, ça présentait quand même un intérêt stratégique de porter une rénovation. C'est comme ça qu'on a obtenu, donc, pour le Calvados, un peu plus d'1 million d'euros sur 2 chantiers. Donc, je pense à Partelios, entre autres, et il me semble que le deuxième, si je ne vous dis pas de bêtises, c'était un chantier Inolia. Voilà. Donc ça, c'est un arbitrage préfet de région pour la partie logements sociaux avec une priorisation passoire thermique. Mais encore une fois, le préfet est capable d'aller défendre des dossiers auprès de son homologue si un besoin particulier remonte du terrain. Voilà. Merci, monsieur. Nous poursuivons avec vous, Marc Rollet. Je le disais, vous êtes président de la Fédération française du bâtiment, la FFB du Calvados. Rénovation énergétique des bâtiments, plan de relance. Le président que vous êtes doit avoir le sourire et se dire que les chantiers vont s'amplifier dans les mois, les années qui viennent. Est-ce que vous gardez ce sourire?
tout sourire et de temps en temps un peu crispé. Mais d'abord, peut-être un mot du contexte. Les entreprises du bâtiment du Calvados sont aujourd'hui un carnet de commandes quasiment au plus haut historique. Je parle sous le contrôle de Gaël de Corvec, c'est lui qui me fournit les données. Mais j'aime bien commencer par les données de la cellule économique, parler de choses rationnelles. Tous les segments de marché, que les entreprises travaillent pour les particuliers, pour les bailleurs sociaux, pour les collectivités publiques, pour le privé, tous les segments de marché sont aujourd'hui en très forte activité et ça bouillonne de partout. À côté de ça, là, nous sommes dans une problématique de temps long devant nous. Donc si je reprends un peu de temps long derrière nous et je regarde l'évolution des effectifs salariés du bâtiment sur ces 12 dernières années, en 2008, il y avait 17 000 salariés du bâtiment dans le Calvados. Ce chiffre est tombé à 13 000 en 2016. Nous avons perdu 25% de la capacité de production entre 2008 et 2016. Je suis plombier chauffagiste, moi j'appelle ça une purge, mais bon, techniquement. Depuis, nous remontons. Nous avons passé quelques années autour des 13 000, 13 500 salariés, et puis depuis 2 ans, nous prenons grosso modo une centaine de salariés de plus chaque trimestre pour arriver au dernier chiffre que j'ai lu, je ne sais pas si c'est le dernier que Gaël a publié, de 14 714 salariés à la fin du premier trimestre 2021. Dans le contexte toujours, il y a sur ce département quelques gros chantiers. La prison de Ifs, la reconstruction du CHU, nous nous en félicitons, mais qui ont aussi comme conséquence, et je pense surtout au CHU, 220 millions, de drainer de la main-d'œuvre locale, qui fait que ça devient extrêmement compliqué dès aujourd'hui pour un maçon, par exemple, de trouver un intérimaire maçon. Ils sont majeurs, enfin, il y en a un gros paquet sur la prison de Ifs. Ça commence également côté reconstruction CHU tranche 1. Et ça va être de plus en plus compliqué dans les mois et les années à venir. Donc, il faut accepter cette idée que nous sommes en sous-capacité de production structurelle pour les 4, 5, 6 ans à venir. Dans une industrie de main-d'œuvre comme la nôtre, c'est extrêmement facile de détruire des emplois, malheureusement. On l'a vu il y a quelques années. C'est extrêmement long de reconstituer des emplois, des savoir-faire et des compétences et ayant s'y emploi. Donc notre problématique, c'est de réussir à faire face en termes de savoir-faire, de main-d'œuvre, de compétences, et notamment à ce sujet qui est absolument essentiel. Donc, comment on fait pour recréer de l'emploi ? Quantitativement, ça commence par l'apprentissage, qui est quand même la voie impériale. Je préfère l'impérial au royal, je ne sais pas. La voie impériale pour former des compagnons compétents. La bonne nouvelle de cette rentrée, c'est que le centre de formation d'apprentis du bâtiment de Caen est enfin, à nouveau, pour la première fois depuis 12 ans, il est plein. Il y a à peu près 900 places, 850, 900 places, et on est à plus de 850 jeunes. On était à 700 la rentrée précédente, donc on continue, les artisans, les entreprises continuent à former des apprentis. Ensuite, nous sommes dans un monde en mutation et en mutation accélérée, tout secteur d'activité confondu, et donc c'est les reconversions qui sont importantes. Nous avons AGEC, un groupement d'emploi d'insertion inter-entreprise, qui reconvertit, bon gré mal gré, 40 à 50 adultes, plutôt 25-35 ans, qui viennent de secteurs très divers. Nous les reconvertissons à ces métiers du bâtiment par des contrats de pro, enfin, ouais. Soit au cas par cas, un par un, soit en formant des groupes, et je vais y revenir sur ces groupes qu'on arrive à faire. Étant entendu que dans ce monde en mutation, on perd aussi des salariés du bâtiment qui partent dans d'autres secteurs d'activité. Enfin, les flux sont dans tous les sens, et les flux sont de plus en plus importants. Et puis l'autre source pour augmenter nos effectifs, c'est d'essayer d'aller chercher des hors-seins, parce que se les repiquer entre nous, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, il y a une question d'attractivité du territoire. Comment on fait venir pas seulement des cadres dans le Calvados, mais aussi des techniciens et aussi des compagnons dans le Calvados.
c'est un sujet important. Qualitativement, en termes de savoir-faire, nous avons constitué ces dernières années, cette dernière année, un groupe, par exemple, une formation spécifique de coffreurs-bancheurs, parce qu'on manque de maçons, et ça va continuer. On va constituer dans les mois qui viennent un groupe de aides-maçons, parce que même des aides-maçons, on n'en a pas suffisamment, qui sera aussi une formation de 3 mois, parce que même un aide-maçon, il faut 3 mois de formation pour réussir à faire quelque chose. On a formé un groupe d'une quinzaine d'étancheurs, toiture. Et puis, nous avons inauguré la semaine dernière un groupe de métalliers. On s'est associé avec le syndicat de la métallurgie, le CFA de l'UEMM, pour former une quinzaine de métalliers aussi. Il n'y avait plus de métalliers, et donc on était incapables d'aller mettre des charpentes métalliques. Enfin, on n'avait pas assez de manœuvre pour aller mettre des charpentes métalliques ou des vérandas en aluminium, en manque de main-d'œuvre pour savoir faire ça. Donc c'est du concreto-concret. C'est l'enjeu pour nous du moment, c'est de réussir, en plus des formations générales au métier du bâtiment, d'arriver à cibler des métiers beaucoup plus pointus et de réussir à boucher les trous de la raquette en formant des petits groupes. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. C'est une énergie considérable parce qu'il faut trouver le centre de formation, il faut trouver le formateur, il faut trouver les financements. La région fait un travail remarquable sur le sujet. La région finance bien tout ça. Après, il faut trouver les entreprises qui s'engagent avant, qui embaucheront après, en espérant qu'ils tiendront leurs engagements. Et puis, il faut trouver à chaque fois de la main-d'œuvre. Il faut trouver des adultes qui veulent bien apprendre ces métiers. Ce qui est pas le plus simple. J'ai découvert cette semaine que, grosso modo, au niveau du GIEC, c'est 80% de réfugiés que nous insérons. 20% de Normands natifs d'ici. 1 million d'offres d'emploi non pourvues, 3,5 millions de chômeurs. Quand on fait des portes ouvertes à répétition sur le terrain avec Calmec, qui fait un travail remarquable là-dessus, avec Pôle emploi, qui fait un travail remarquable là-dessus, on arrive à attraper 1, 2, 3 personnes qui ont envie de se former à ces métiers-là. Heureusement qu'on a des réfugiés politiques. Donc, bon, alors en période électorale, c'est un peu délicat comme sujet, mais quand même. Une formation importante pour la transition énergétique. Nous savons que l'enveloppe du bâtiment est quelque chose d'absolument essentiel et que l'isolation thermique par l'extérieur est évidemment la meilleure des solutions. Donc nous avons réussi à monter un groupe, une formation au CFA bâtiment de Caen, d'une quinzaine de monteurs en ITE. Là encore, financement région, avec l'appui de Calmec, on a réussi à monter ça. Marc Rollet. Oui. On va en monter d'autres, parce que 15, c'est pas suffisant. Alors, on a bien compris que c'était un marché en tension, mais quel message vous avez adressé aux communes, aux collectivités, pour que les entreprises puissent répondre aux demandes? La complexité pour les collectivités est la même que pour les bailleurs sociaux ou n'importe quel segment de marché. C'est comment faire pour motiver des entreprises à vous répondre alors qu'on est déjà débordé de boulot et que finalement nous nous retrouvons dans une problématique où nous choisissons à qui nous répondons. Nous, ça nous fait un peu plaisir parce que ça fait longtemps que ça n'avait pas été comme ça. Mais c'est quand même un vrai sujet. Donc, comment motiver les entreprises ? Moi, il me semble très simplement que nous avons de plus en plus, en tout cas au niveau des PME, c'est moins vrai pour l'artisanat, mais au niveau des PME, nous avons des problématiques RSE. Aujourd'hui, je veux, en tant qu'entrepreneur, avoir un prêt bancaire, il faut que je donne quelques gages de ma politique RSE à mon banquier. Sinon, me dit-il, il ne me prêtera pas d'argent. Mon idée, c'est que si mon entreprise est saine, il m'en prêtera quand même. Mais progressivement, il y a des contraintes. Voilà. Donc, et ma problématique d'entrepreneur, c'est qu'est-ce que je fais en matière de RSE ? Et notamment dans le E de énergétique. Donc dire que nous sommes sur ces marchés de la rénovation énergétique est une manière pour nous de satisfaire à nos obligations RSE et de le faire de manière socialement responsable. Parce que
Juste une petite digression. Nous avions hier une réunion à la Fédération du bâtiment au sujet des fraudes sociales, où j'avais invité le représentant d'un inspecteur du travail et le responsable du service contrôle à l'URSSAF. C'est pas des dialogues assez naturels pour une entreprise, mais le sujet des fraudes sociales est un sujet absolument majeur. Et l'URSSAF nous disait, en particulier sur l'ITE, il y a des entreprises nationales qui proposent partout de faire de l'ITE avec des systèmes frauduleux impressionnants, des espèces de cascades de sous-traitants. Alors là, je crois que c'est des Roumains de mémoire, qui sont en train de sévir partout. Alors ils sont dans le collimateur de l'URSSAF, donc tôt ou tard, l'URSSAF, les services de l'État, et le préfet. Nous avons un préfet aujourd'hui qui n'hésite pas à fermer des chantiers, qui est un phénomène nouveau. C'était pas comme ça avant, mais maintenant on est résident. Donc il faut aussi faire attention quand on est une collectivité à qui on va confier ces travaux-là. Quand un marché est en tension comme ça, le risque c'est d'aller chercher des entreprises et de la main-d'œuvre exogène. C'est le risque, effectivement. Il faut être extrêmement vigilant. La transition écologique ne doit pas se faire au détriment de la responsabilité sociale. Très bien, merci beaucoup pour ces données. Y a-t-il des questions, des remarques suite aux 4 interventions qui ont été faites à droite, à gauche? On va partir de ce côté-là, monsieur, et revenir vers vous après. Merci de vous présenter. Monsieur Gabretière, je suis adjoint à la mairie de Moulins-en-Bessin et au bureau du conseil syndical du SDEC. Donc j'ai lancé des rénovations, des projets pour rénover des bâtiments. Je me pose la question là est-ce que les entreprises sont en tension aussi pour fournir des matériaux? Est-ce que ce sont des matériaux éco-responsables? Et moi je suis toujours à la recherche de plutôt trouver des contrats avec des artisans qui sont locaux, qui sont installés et connus. Aucun intérêt de faire venir quelqu'un qui habite à l'autre bout du département. C'est effectivement tout notre enjeu. Il y a des entreprises de bâtiments quasiment dans 90% des communes françaises. Et donc c'est de faire travailler la proximité. Donc vous avez raison, continuez. Ne faites pas venir des Canets chez vous. C'est quand même éloigné. Le sujet des matériaux est un sujet complexe. On a un problème structurel qui est un problème de main-d'œuvre. Ce problème-là, on va mettre encore 5 ou 10 ans à le régler. On a un problème conjoncturel, qui est un problème effectivement de matériaux, avec des pénuries, des hausses de matériaux, et parfois des matériaux, on ne sait pas trop d'où ça vient et comment c'est fait. Ce problème-là, il est conjoncturel. Je ne sais pas à quel moment il va se régler, mais quand vous avez un problème de déséquilibre d'offre et de la demande, tôt ou tard, ça finit par se régler à des niveaux de prix plus élevés que ce que l'on achetait il y a 2 ans. Donc les prix des matériaux vont continuer à grimper. C'est complètement erratique. Vous avez du jour au lendemain des matériaux, y compris les plus basiques, qui prennent 30% d'augmentation, vous ne savez pas pourquoi. Il y a des phénomènes géopolitiques là-dedans. Il y a un peu de tout. Bon. Je pense que le temps qu'on passe à la phase 3 du dispositif, ces sujets de matériaux, ce sera à peu près régulé, mais à des niveaux de prix plus élevés. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a des alternatives, des expérimentations qui sont financées aussi par la région pour trouver des matériaux où on produit nous-mêmes la matière première sur le territoire, comme le chanvre ou autre chose. Oui. Merci. On va passer le micro à l'autre côté de la salle. Nous vous écoutons, monsieur. Merci de vous présenter. Jean-Claude Breteau, mairie de Bretteville-sur-Lez. Oui, moi je voulais vous poser une question qui va un petit peu dans le même sens que monsieur. À savoir, on a des sociétés locales, vous avez parlé d'emplois locaux, etc. Et vous avez parlé de travailler en commun. Donc, effectivement, il y a des expériences sur le territoire zéro chômeur ou des choses comme ça. Mais ça serait intéressant de voir en quelle mesure on pourrait travailler en commun, justement, pour favoriser l'emploi local. Ça me paraît important qu'on ait une réflexion commune, tant sur les personnes, les chômeurs qui seraient localement sans emploi, que sur la réserve de matériaux. Moi, je suis quand même un petit peu étonné
de voir que je suis sur un territoire où il y a beaucoup de massifs forestiers et il n'y a pas moyen de trouver un morceau de chêne fabriqué localement ou difficilement, quoi. Il faut aller chercher dans l'Orne ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment, en termes d'activité, en termes d'emploi, des choses à inventer et en quelle mesure on peut travailler tous ensemble sur cette question. Juste d'abord une remarque. Je trouve que nous fonctionnons de mieux en mieux, comment on dit, en réseau, nous chassons en bande, enfin, en meute, ça fait un peu, je crie au loup. Bon. C'est l'expression. Non, mais il y a depuis, probablement d'ailleurs accéléré par le confinement et le dialogue entre le monde économique et la sphère publique d'une manière générale, il y a un meilleur dialogue, y compris avec Pôle emploi. Nous avons signé une charte avec Pôle emploi. Vous parlez de Pôle emploi à un employeur, tout de suite il se met à hurler, mais il y a quand même des choses qui s'améliorent chez Pôle emploi pour justement essayer d'avancer plus efficacement là-dessus. Sur les sujets d'emploi, pour nous, ce n'est pas un problème macroéconomique, c'est un poste à pourvoir qu'on a réussi à pourvoir dans un coin, plus un autre, plus un autre, plus un autre. Donc c'est de l'individuel, le sujet. C'est pour ça que sur Quand la mer, on fonctionne en étroite collaboration avec Calmec, Quand la mer, emploi et compétences, qui est un très bon dispositif, et il faut continuer à pousser ça. Alors, ça n'est que sur Quand la mer, il faut que ça aille aussi ailleurs. Mais voilà, donc je suis plutôt optimiste là-dessus. Ça fonctionne mieux, on arrive à ouvrir des portes. Sur la filière bois, ça c'est clair que c'est extrêmement compliqué. Elle n'est pas structurée en France. Si elle l'était structurée, on n'en serait pas là. Il y a un enjeu majeur de mettre plus de bois dans nos constructions. Il n'y a pas la matière aujourd'hui et il faut 30 ans pour faire pousser un arbre. Donc il est largement de temps de s'y mettre. Accessoirement, la question c'est où est-ce qu'on va planter des nouvelles forêts. Enfin, on peut replanter des chênes, mais voilà. C'est compliqué. Sur Quand la mer, je crois. Juste un mot là-dessus. La ressource existe, elle n'est pas exploitée. Il y a tout un tas, y compris, enfin tu y faisais référence, d'exploitation de 2-3 hectares dont les propriétaires ne se préoccupent pas du tout de l'exploitation et qui, si vous me permettez l'expression, pourrissent sur pied. Et donc le sujet, la région, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la région ici, mais la région a engagé une réflexion justement pour structurer au niveau local la filière et exploiter localement. Alors, on sera peut-être pas en capacité de fournir tout ce qui est nécessaire pour la biomasse et tout ce qui est nécessaire pour la construction. Mais en tout cas, il y a une ressource au niveau régional qui n'est pas exploitée avec les... Je ne parle pas des grosses exploitations, je parle des toutes petites exploitations, 2-3 hectares par-ci, par-là, qui sont considérables quand on les agrège et qui sont susceptibles de constituer demain une ressource importante. Néanmoins, il faut 30 ans pour planter une forêt, je suis d'accord. Alors faisons. Y a-t-il d'autres questions ou remarques ou observations? Marc Rollet, un dernier point. Souvent, les entreprises réclament un peu de lisibilité, savoir à moyen, long terme, quelles pourraient être les demandes des collectivités. Est-ce que sur ce point, ça s'améliore un peu? Est-ce que la relation s'établit? Alors, c'est un sujet central pour un employeur. Un employeur ne crée un emploi que quand il est à peu près serein sur le fait de lui donner du boulot pour un bon bout de temps. Donc il faut de la visibilité, il faut de la confiance. C'est la raison pour laquelle à la Fédération du bâtiment du Calvados, en tout cas, nous essayons d'avoir vis-à-vis de nos adhérents essentiellement une communication positive sur ce qui marche, ce qui progresse, qui avance, de façon à alimenter cette confiance des employeurs. On a aussi besoin de visibilité concrète des marchés. Ce que nous disons à tous les donneurs d'ordre que nous croisons, c'est essayer de programmer vos opérations et essayer de communiquer sur cette programmation. La cellule économique fait un gros travail sur le sujet, de façon à ce qu'on puisse dire aux employeurs, bon, rassurez-vous, sur les 2 ans qui viennent, il y a quand même du boulot sur votre segment de marché, n'ayez pas d'inquiétude, vous pouvez embaucher. Je passe mon temps à dire aux employeurs, embauchez, 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 et je le fais moi-même. Donc, il est important sur cette transition énergétique des bâtiments publics que vous puissiez
essayer c'est toujours extrêmement compliqué, mais de programmer ça sur du temps moyen, on va pas demander du temps long, avec évidemment l'aléa, c'est réussirez-vous à sortir les appels d'offres au moment où vous avez envie de les sortir. Je dirais peu importe. Si vous les sortez 6 mois plus tard parce que vous n'avez pas eu votre permis de construire ou votre autorisation, je ne sais quoi, peu importe. L'important, c'est que vous puissiez avoir de la visibilité, que les entreprises puissent avoir de la visibilité et qu'on se donne les moyens d'y arriver. Merci. Gaël Le Corvac.